Salut et bienvenue dans le débrief, un podcast du groupe Centre France. On va débriefer la rencontre entre la SM Clermont-Auvergne et le Racing 92, où l'on va enfin savoir si en rugby on ne dispute jamais une décision d'arbitre. C'est tout de suite dans le débrief. À mes côtés pour parler de cette rencontre, Jean-François Nunez, journaliste. Bonsoir Jeff. Bonsoir Greg. Manu Caillot, journaliste aussi. Bonsoir Manu. Salut Greg. Et puis elle représente et à la fois la jambe féminine et à la fois les supporters, enfin les supportrices. C'est Emmanuel Bory. Bonsoir. Manu Bory, c'est Bory, est-ce que c'est par rapport à David Bory? Non. Non, pas du tout. Okay. Pas de lien de parenté. Non, pas du tout. Ok. Alors, Manu, tu vas commencer la galanterie, monsieur. Manu, là, on va se perdre là. Emmanuel, effectivement deux Manu. Je vais te demander un mot pour décrire cette rencontre. Du jeu, décision arbitrale, la déception. Ok, on va dire arbitre alors. Ouais. Manu? Frustrant. Frustrant, et toi Jeff? Comment dire Temps. Temps, alors là, temps, il va falloir m'expliquer. Temps, pourquoi temps? Bah, tout simplement parce que... Pardon, mais comment tu l'écris temps? T-E-M-P-S. Ok, alors temps, ok, allons-y. Tout simplement parce qu'il a manqué du temps. Il a manqué du temps à Clermont pour préparer ce quart de finale dans les meilleures conditions. Franck Azema et tout son staff n'ont eu que leur groupe optimal sous la main pendant 10 jours pour se préparer, avec beaucoup de joueurs qui revenaient de blessures. Et je pense qu'aujourd'hui, cette équipe, elle a été au taquet. Elle a donné tout ce qu'elle pouvait donner. Elle a livré le meilleur pendant 20 match minutes, possible par rapport à sa forme du moment. Elle a été à fond pendant 20 minutes. Voilà. Et puis, ça s'est un peu étiolé. À partir de l'heure de jeu, elle a piqué du nez, elle a baissé de rythme. Et c'est pour ça que je dis qu'elle a manqué de temps. La même équipe dans 15 jours, peut-être qu'elle ne gagne pas non plus, mais ce n'est pas tout à fait le même match à mon avis. Voilà. Manu, frustrant, pourquoi? Parce que, bon, clairement, on l'a vu, entame très bien le match, comme vient de le dire Jean-François. Et puis, à l'arrivée, il y a cette défaite rageante. Alors, bien sûr, on va en parler des décisions prises par M. Barnes aujourd'hui. Bien sûr, il y avait un avant sur cette passe de Dan Carter sur l'essai d'Andreu. Alors, pour être tout à fait franc, j'ai une petite interrogation. Je ne sais pas exactement, parce que je vois Machenaud taper la transformation en drop. Il est arrêté par l'arbitre. Alors, généralement, on sait, quand un essai est transformé, on ne peut pas revenir derrière, on ne peut pas demander la vidéo. Est-ce que du coup, le fait qu'il ait commencé le geste de vouloir transformer l'essai, est-ce que du coup, M. Barnes a dit, je ne peux pas revenir dessus. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait taper la transformation après, il a mis le ballon sur le tee, il a eu du temps. Alors, est-ce qu'il y avait du monde devant lui au moment où il a tapé la transformation? Voilà, j'ai une petite interrogation autour de ça. Je ne sais pas, est-ce que l'arbitre n'a pas voulu prendre la vidéo parce que Machenaud avait déjà entamé son geste de vouloir transformer l'essai? Est-ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas un avant? Voilà. Bon, Laurent Labitte, à la fin du match, en a convenu, a dit voilà, qu'il y avait un avant. Dan Carter aussi d'ailleurs. Dan Carter aussi. Après, Laurent Labitte disait, alors là, je n'ai pas revu l'image, je ne peux pas savoir. Et c'est vrai qu'il y a eu assez peu de ralenti du coup de cette action sur le premier essai de Betham, où il juge la passe de Para pour Betham sur une action similaire, une longue passe sur l'aile droite, sur l'extérieur. Lui dit qu'il y aurait également un en avant. Je peux pas vous dire. Moi, il me semble qu'il y a effectivement un avant sur cette action. Mais arbitre, justement, c'est le mot choisi par Emmanuel. Juste une précision, vous entendez peut-être de la musique autour de nous. On n'est pas du tout à la coopérative de mai, on est bien au stade Marcel Michelin. Un soir de rencontre, c'est juste qu'il y a un concert effectivement qui est donné pour les supporters. Emmanuel, arbitre, déçu par l'arbitrage? Au départ, je pense aussi l'arbitrage vidéo a joué aussi, parce que sur la première mi-temps, l'arbitre vidéo intervient pour un essai qui a été refusé justement au Racing. Et là, je ne comprends pas pourquoi sur cet essai où on voit un en avant de 1 mètre, il n'intervient pas. Voilà, c'est ma question. Elle est là, quoi. Après, on n'a peut-être pas perdu le match non plus sur ce fait de jeu, mais c'est quand même un coup sur la tête des joueurs et ils se prennent un essai tout de suite derrière en plus. Donc, c'est vrai, c'est très frustrant. Ouais, c'est frustrant. Et messieurs, alors je ne vais pas faire de comparaison avec le foot, mais c'est vrai que c'est un week-end où l'arbitrage vidéo laisse un sentiment un peu mitigé. Je ne reviens même pas sur le fond de la décision, mais plutôt sur la physionomie de l'arbitrage. La référence était effectivement pour le match entre Paris et Monaco hier soir en Coupe de la Ligue. Mais là, il y a des décisions. Enfin, c'est très étonnant de voir un arbitre quasiment couper un joueur dans sa tentative de transformation. C'est très étonnant de... Je ne sais pas, qu'en avez-vous pensé, vous? L'interventionnisme de l'arbitrage vidéo? Ouais. Et de la manière dont il coupe le jeu quand même là sur cette rencontre. Oui. Alors très honnêtement, sur le premier essai refusé du match,
celui du Racing. En effet, on voit Machno qui se prépare à taper et il est stoppé par M. Barnes. Bon, on va le dire, hein, M. Barnes n'a pas fait le meilleur match de sa carrière aujourd'hui, c'est clair et net. Hein. Même si, à mon avis, ce serait un tort de se réfugier derrière les erreurs du jour. M. Barnes n'a pas été le plus optimal possible. Hein. Il y a, pour moi, en effet, l'essai, l'interventionnisme de la vidéo a certainement rendu le match, la deuxième mi-temps notamment, beaucoup plus haché et ça a manqué de rythme. Mais je pense pas, malgré tout, je pense pas que ça soit dans ce domaine-là qu'il faille trouver les carences du jour du côté de l'ASM. Oui, mais il a dit d'ailleurs à la fin du match, hein, il a dit les décisions, bon mais voilà, elles existent et il les trouve frustrantes bien sûr, il les a pointées du doigt, mais il a dit ça prouve aussi qu'on n'a pas eu de marge sur ce match-là et il regrettait un peu l'entame de match aussi parce que l'entame de match est très bonne, mais au final après 20 minutes, l'ASM ne mène que 9-0. L'ASM aurait dû marquer au moins un essai. Quand on domine comme ça, il aurait fallu que l'ASM, on a beau dire, mais avec un essai, c'est simple d'ailleurs, parce que l'ASM menait 9-0 et le Racing qui marque un essai derrière revient à 9-7. Sur la première incursion des Franciliens dans le camp auvergnat, quasiment, il y a cet essai transformé. Ouais. Du coup, cette très bonne entame de match, au final, à la demi-heure de jeu, on se retrouve à 9-7. Et ça ne s'est pas vérifié au tableau d'affichage. Et du coup, le fait de ne pas avoir scoré plus sur ces premières minutes, eh bien, du coup, l'ASM n'a pas réussi à faire le break avec cette équipe du Racing qui est restée au contact. Et à l'arrivée, les décisions coûtent cher, effectivement. Emmanuel, toi qui étais dans le public sur les Si tu décisions veux, d'arbitrage, qu'est-ce qui se disait en fait? Là, ils ne comprenaient pas, mais bon, après, comme je leur disais, j'ai dit déjà les blessés ils sont revenus plus tard. Comme il dit, c'est le temps qui manque. Parce que bon, c'est vrai qu'on a une belle équipe, enfin, on a une belle équipe ASM, mais il manquait de cohésion. Parce que comme il dit, c'est pas normal qu'on prenne que 9 points, alors qu'on a joué 20 minutes à pilonner et Oui, à dominer à fond. Ouais. à dominer à fond et on marque pas un essai, on marque rien. Quoi. Là, ça, c'est pas normal. Et je pense que ce match-là ne se perd pas que sur la décision arbitrale, mais se perd sur les temps forts qu'on a eus. Et qu'on n'a pas marqué, qu'on n'a pas su scorer, à part que 3 points, 3 points par-ci, 3 points par-là, 3 points par... Mais là, non. Face à une équipe du Racing, où on sait qu'ils sont quand même assez physiques dans le jeu, dans les rucks et tout, et après, voilà, quoi. Et moi, ce qui m'a énormément énervé, c'est que... l'arbitrage n'était pas bon, mais les mecs sont arrêtés de jouer, quoi. Moi, je joue un jeu collectif, je joue au touch. Et là, on me dit souvent, t'as vu, je l'ai dit incorrectement. On me dit souvent, tu ne regardes pas le joueur, tu regardes l'arbitre. L'arbitre, il n'a pas levé le bras, il n'a rien dit. Moi, je ne comprends pas que les jaunards se sont arrêtés en plein milieu. C'est vrai que sur cette passe entre eux, les joueurs s'arrêtent un peu. Hein. Je ne sais pas s'ils sont battus, mais ils s'arrêtent complètement. Ils s'arrêtent. Non, c'est l'arbitre qui décide, c'est l'arbitre qui fait le jeu. Tant qu'il n'a rien dit, on continue de jouer. Et ça m'a énormément énervé. C'est sûr que l'en avant de 1 mètre, ça m'a mis hors de moi. Mais quand je les voyais pas jouer, je dis mais l'arbitre, il n'a rien décidé. C'est vrai. Il n'y avait pas eu d'arrêt. C'était compliqué pour eux parce que l'autre essai, le troisième essai du coup du Racing dans le match intervient très rapidement sur le coup d'envoi, quasiment c'est 2 minutes après, je crois, où le Racing, voilà. C'est bon, ils prennent. Et dans les têtes, là, ça fait mal. Là. Oui, ça fait mal. Je vais vous demander l'homme du match, ou peut-être, mais dans tous les sens, ça peut être un homme du match positif, mais ça peut être aussi celui qui a complètement coulé, celui qui a tombé tellement bas qu'il a redécouvert la fosse de Marianne. Il a préparé celle-ci, Greg, non? Oui, bien sûr. Jeff. Alors, Marc-André. Marc-André, homme du match. Ah oui, pour moi, Marc-André, homme du match. Hein. Il passe peut-être 6 ou 7 Clermontois. Alors, il ne paye pas de mine. Racing, hein. Il paye pas de mine. Ce n'est pas le nom le plus ronflant de l'effectif francilien. Hein. Mais aujourd'hui, il fait plus de différence que Teddy Thomas quand même. Hein. On a Vakatawa, on a Teddy Thomas, on a Nakarawa, on a Pat Lambi, on a Dan Carter, mais on a aussi Marc-André. Et Marc-André, il n'est pas toujours titulaire avec les Delorans. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image, mais il y a effectivement des streakers qui sont sur la pelouse pourchassés par des vigiles. On est dans l'après-match. Hein, on est dans l'après-match. C'est pour ça qu'on entend crier un peu derrière nous. Ouais. Donc je disais, Marc-André, en début de saison, c'est pas le joueur sur lequel on mise le plus, qui est le plus souvent titulaire. Mais sur les matchs qui comptent, les matchs importants, il est là, il a du temps de jeu. Et Marc-André, aujourd'hui, il a clairement fait basculer le match, hein, parce qu'il a été particulièrement efficace sur
le premier essai Oui. en remontant le ballon et en éliminant 7 défenseurs sur une seule action. Et puis c'est lui qui inscrit l'essai du break sur une passe, certes légèrement, certainement en avant de Dan Carter, mais c'est lui qui est aussi à l'origine de l'essai, à la conclusion de l'essai du break. Emmanuel, Vous pour m'avez toi, pas ton homme du trop match. écouté là, vous étiez plus à regarder un Non, peu regardez le striker qui s'est fait intercepter. Voilà. Je suis d'accord, c'est un. Ah, Ouais, Emmanuel, André, t'as il écouté, fait. Jeff, tu vois. Il fallait le craindre, ce garçon, parce que Marc-André. là, oui, Marc-André, Ok. il fallait le craindre parce que il fait pas de bruit, mais dès qu'il a le ballon, il a loupé, il y a combien de plaquages qu'il a réussi à éviter. Donc voilà, je dis c'est André, et puis bon, après je reviens avec mon, mon arbitre, voilà, l'homme Ah, du mais match. peut-être Wayne Barnes. C'est qui Emmanuel pour vous? C'est Wayne Barnes ou alors je dis pour vous, mais pour toi, hop. Wayne Non, Barnes mais ou- non, j'étais surpris, je suis désolé. sur mais le alors- striker pour. Non, non, mais c'est pas ça, mais la manière, ça se passe très bien, le match est fini. Il a couru, il a fait quoi? Il a fait 3 courses sur la pelouse, il se fait bloquer comme s'il avait tué père et mère. C'est bon. Mais est-ce qu'il s'est blessé en non, se faisant bloquer au bout d'un moment, alors je sais que les stadiers sont là pour voilà, faire respecter l'ordre, mais au bout d'un moment, ça va. Il a pas fait de mal sur Oui, la mais sur le pelouse. plaquage, il n'y a pas eu de Non, souci. mais enfin, voilà, bref. Pour revenir, non, moi j'ai beaucoup aimé. Alors, il est sorti blessé à l'heure de jeu, mais c'est Morgan Parra. On a vu sur la première mi-temps, notamment sur l'entame de match, où la SM mettait une pression énorme, mettait une pression constante. Morgan Parra, voilà, c'était le patron. Il l'a encore prouvé aujourd'hui. Alors, il a beaucoup pris en charge, j'ai trouvé le jeu au pied. Alors est-ce que c'était voulu aussi pour enlever peut-être un petit peu de pression à Pato Fernandez derrière? Mais c'est vrai qu'il a beaucoup, on l'a beaucoup vu prendre le jeu au pied à son compte, effectivement. Souvent du jeu d'occupation, plutôt bien senti, où il a toujours, encore une fois, sur ses 30 premières minutes très bonnes réalisées par les Clermontois, il a toujours mis la pression sur les Racingmen et les a fait reculer. Alors, juste, les médias vont dire et vont décrire cette fin de saison pour la SM. Certains titres même, certains vont peut-être titrer fin de saison pour la SM, mais pourtant il reste encore 4 matchs de championnat et 4 matchs de top 14 à jouer. Un championnat, Jeff, il va falloir ne pas fausser. Hein. Complètement. Ouais, Complètement, en effet, parce que l'ASM n'a plus rien à jouer en Coupe d'Europe, elle est éliminée, et malheureusement, la saison prochaine, elle disputera, malheureusement pour elle, le challenge européen. Alors, ça va y avoir des destinations très, très sympathiques et très exotiques. Je pense à Sochi ou Nisei. Ah, vous voyez déjà dans l'avion, Jeff. Ouais. Pas du tout, non. Mais donc, la Grande Coupe d'Europe, ce sera au mieux dans 2 ans, dans 2 saisons. Mais il y a 4 matchs de championnat, dont 2 face à des équipes qui jouent leur avenir. Ça commence dès le week-end prochain face au Stade Français qui est en danger, dont le maintien est loin d'être assuré. Et il y aura aussi ce déplacement à Agen lors de l'avant-dernière journée, je crois, peut-être que le cas d'Agen sera réglé d'ici cette rencontre, mais il y a 2 adversaires, il y a un championnat à respecter. Il y a 2 adversaires à affronter avec la meilleure équipe possible. Et puis, il y a aussi le dernier match de la saison au Michelin contre Toulouse, avec certainement un moment fort en émotion, avec certains joueurs qui vont arrêter, d'autres qui vont partir. Et surtout, un monument ici pour Clermont, la dernière apparition sur un terrain de top 14, normalement, d'Aurélien Rougerie, qui, on le sait, a pu reprendre l'entraînement en milieu de semaine, après un accident domestique où il s'était blessé à la main. Non, il y a beaucoup de choses encore à jouer, non pas sportivement, mais par rapport à la réputation du club, par rapport à son éthique, par rapport à l'éthique du championnat et par rapport à de grands serviteurs qui vont s'en aller. Toi, Emmanuel, en tant que supportrice, tu vas t'intéresser à la fin de saison, même s'il n'y a plus rien à jouer? Oui. Là, oui, pour moi, qu'il soit pas bon, que ça bon. C'est vrai que des fois, je râle après mes joueurs parce qu'ils ne font pas peut-être les passes qu'il faut. Ou comme on dit, c'est plus facile d'être au bord d'un terrain que sur le terrain. Mais oui, je les supporterai jusqu'à la fin et j'espère qu'on va essayer d'aller les gagner. Parce que franchement, on mériterait quand même. Je sais bien souvent on me dit le match, ça ne se mérite pas, ça se gagne. Mais on mériterait quand même de finir correctement. Parce que bon, avec toutes ces saisons, avec les blessés qu'on a eus, on a quand même réussi à maintenir
le club. Donc les joueurs, ils ont peut-être pas tout le temps mouillé le maillot, mais bon, c'est que des êtres humains, c'est pas des machines. Donc il faut arriver à comprendre ça. Et non, moi je serai toujours derrière les jaunes et bleus, hein, que ce soit, comme on dit, en challenge européen ou en top 14, je serai toujours derrière eux. Manu, dernière question pour clore quasiment ce podcast. Quel levier a Franck Azema pour motiver son équipe après le Stade Français? Il y a une sacrée désillusion. Là, maintenant, il faut repartir face à Paris. C'était pas super bien passé face à Toulon la semaine dernière. Là, quel levier il a là? Il en a parlé à la fin du match et ça rejoint ce que disait Jeff tout à l'heure. Voilà, il y a des joueurs qui vont partir, d'autres vont arrêter. Et c'est la manière dont le groupe, parce que c'est un groupe complet, la manière dont ce groupe-là va accompagner ces joueurs-là. Et notamment, il parlait d'Aurélien Rougerie, quelle sortie le groupe veut lui offrir. Donc à mon avis, maintenant, ça va être ça. Voilà, faut pas oublier. Je pense que s'ils perdent tous les matchs d'ici là, sur les 3 prochains matchs et qu'il y ait cette réception de Toulouse qui se profile, je suis pas sûr que voilà, même si Aurélien Rougerie arrête, la saison sera vraiment finira en eau de boudin. Pardonnez-moi l'expression, mais pour les Clermontois. Donc voilà, je pense qu'il va leur dire il y a des joueurs qui arrêtent, d'autres qui vont partir. Il faut que tout le monde finisse la saison de la meilleure des manières. Et Moi, voilà. en tant que supportrice, ils ont toujours dit que heureusement qu'ils avaient la Yellow Army. Donc rien que pour les supporters qui les suivent quand même partout, parce que la semaine dernière j'étais à Toulon. Je pense qu'ils vont pas l'oublier parce que souvent on n'a pas été critiqués, mais souvent, des fois, on avait l'impression d'être mis de côté. Mais c'est vrai que les joueurs ont toujours eu une pensée pour nous. Donc, je pense aussi pour bien finir la saison, pour ne pas donner trop d'illusions, des illusions aux supporters, ils feront tout pour finir correctement la saison, même s'il n'y a plus rien à gagner. C'est pareil, certains joueurs qui étaient à Toulon la semaine dernière voudront peut-être prendre leur revanche aussi et montrer un autre visage. Un autre visage, parce que franchement, j'ai hurlé. J'ajouterais aussi ce qu'a dit le président de Cromière dans la semaine. Hein. Il y a eu quand même 3 tâches plutôt grosses et grasses sur ce maillot du champion de France en titre. Voilà, il reste 4 matchs. Ça arrive de se renverser la saucière sur la chemise. Voilà, c'est exactement ce qu'il nous a déclaré. Il y a déjà eu 3 grosses tâches. Il y a de l'amour propre, il y a de l'orgueil, il y a de la fierté dans ce groupe. Hein. Et puis il y a aussi Et puis il y a des joueurs, il y a des joueurs qui vont partir, mais d'autres qui doivent aussi se trouver encore un contrat. Et il faut qu'ils se montrent. Hein. Et le meilleur moyen de rebondir dans une carrière et de se montrer, et puis aussi de marquer des points. Hein, parce que les 4 derniers matchs de championnat, je suis sûr que Franck Azema va bien les regarder, va bien les analyser et va voir les garçons qui ont du caractère et sur qui il pourra compter aussi sur l'avenir. Parce qu'on ne lâche pas le morceau comme ça. Allez, tout de suite, pour terminer, on va faire un petit jeu. Je propose un petit jeu. Je fais deviner des joueurs de l'ASM. On joue en 2 points gagnants. C'est parti. Allez, il est né le 8 mars 1976 à Vichy. Vous voyez pas, c'est un ancien joueur de l'ASM. Bory. Qui David Bory. David Bory, 1 point pour Jeff. Bravo Emmanuel. C'est quand même ton nom, Bory, et tu trouves pas. David Bory. Je sais pas la date de naissance. Moi, c'est Vichy qui m'a mis sur la piste. 1 point pour Jeff. 1 point pour Jeff, bravo. Attention, alors là, comme Jeff peut gagner et que je veux pas qu'il gagne, j'en fais un hyper dur. Il est né à Sydney, en Australie, en 1973. Il compte 20 sélections pour les Wallabies entre 93 et 97. Il est passé en Auvergne lors de la saison 2003-2004. Ah oui, je vous avais dit, c'est super dur. Ah oui. Il a aussi été entraîneur de Leicester. C'est... Non, c'est... Alors ça c'est... Tim Lane. Non, c'est Pat Howard. Pat Howard. Vous vous rappelez pas de... Alors de Pat joueur Howard ou Pat Howard? Pat Howard. Et pas Pat Howard. Non. Là, allez, je vous en fais un super simple. Il joue sur les couleurs auvergnates entre 68 et 77. Je ne peux pas vous faire mieux. Il joue à un poste où il peut arracher quelques dents. Il a toujours fait partie. Rougerie père. Oui, son nom fait toujours partie du rugby français. Son surnom c'est le cube et c'est bien sûr Jacques Rougerie. Bravo, et la victoire, elle est pour Jeff. Ah ouais. Super jeu. L'indice arracher quelques dents, ça m'a mis sur la piste quand même. Jeu préparé et émission réalisée par Julien Velay. Merci à lui, merci à vous d'être venus aujourd'hui et à très bientôt, j'espère, avec des belles rencontres et des belles oppositions pour la SN Clermont-Auvergne. Ciao. Au revoir. À bientôt, salut. Au revoir.